Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette conférence qui est dans une thématique qui change un petit peu de l'ordinaire. On est au SEO Campus Paris, mais on ne va pas parler de SEO. On ne va pas parler de rédaction web. J'espère qu'au bout d'un jour et demi de SEO Campus Paris, vous avez compris que le contenu de qualité, c'était primordial. Et je ne vais pas parler d'audit, de mots-clés, de position, etc. Non, on va parler de boîtes sous perfusion, d'entrepreneuriat. Une thématique entrepreneuriale qui s'adresse à tous les dirigeants parce que finalement, on travaille dans le SEO, on est des consultants, freelance et on est tous dirigeants de nos boîtes dans le search marketing et on a tous des problématiques entrepreneuriales et managériales. Donc votre entreprise est-elle sous perfusion ? Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Schneider, je suis dirigeant de la société Versus Lab. Chez Versus Lab, on aide les entreprises, les TPE, les PME à se développer. On fait ça depuis 2014 et puis on va être amené à en parler un tout petit peu après. Et moi, je suis Zora. Je travaille chez TextBroker, qui est une plateforme de rédaction web. Donc je suis chez TextBroker depuis 10 ans. Et je fais également partie d'un réseau d'entrepreneurs dont je suis la présidente sur la Moselle-Est, le CJD Moselle-Est. Alors, cette idée de conférence nous est venue au SEO Camp Day à Strasbourg, organisé par Dan. Et donc, le soir, on discute avec tous les SEO attablés et finalement, on parle de tout et de rien et on en vient très vite à parler d'entrepreneuriat et à parler de nos boîtes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt, une vraie demande sur ce sujet-là qu'on n'aborde pas suffisamment finalement dans notre quotidien de freelance, consultant, dirigeant d'entreprise. Donc Vincent, est-ce que toi tu peux nous donner un petit peu de contexte sur la thématique de votre boîte est-elle sous perfusion ? En fait, le concept de boîte perfusée, c'est quelque chose qu'on a compris en lançant nos différentes sociétés. Donc, je vous propose de revenir un tout petit peu sur notre parcours. En 2014, j'ai quelques années d'expérience dans le SEO et dans le digital et je lance avec 3 copains une agence de com. On est agence digitale comme il y en a plein, on fait des super sites internet, on fait des beaux sites e-commerce. Donc notre parcours client, c'est toujours le même. On a un client, TPE, PME qui vient nous voir, on discute avec le dirigeant. Coucou Vincent, j'ai besoin d'un super site internet parce que ma vitrine elle est pourrie, parce que je suis passé par un prestataire un petit peu entrée de gamme et j'ai un truc qui tient plus la route. Est-ce que tu peux me faire un site web ? Ok, super, très bien, on fait un très beau site internet. Le client repart, il a le plus beau site internet de la Terre, il est ravi. On se dit c'est bon, client satisfait, on va pouvoir fidéliser. On le rappelle 6 mois après. Je vais être un petit peu cru, mais Vincent, tu m'as entubé. Ton site internet, il est pourri, il me rapporte rien. C'est de la grosse merde. Pas question que je retravaille avec toi. On se dit mince, nous on a bien fait notre boulot, et pour autant notre client n'est pas satisfait. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas se servir du site web. Ok, donc tu lui as fait un super site web, il n'est pas content, tu sais qu'il ne sait pas s'en servir, du coup, qu'est-ce que tu fais derrière ? On se veut être un peu intelligent, donc qu'est-ce qu'on fait ? On lance une boîte de formation, on se dit, pourquoi est-ce que notre client n'est pas satisfait ? Parce qu'on lui a fait un super outil, mais il ne sait pas s'en servir. En plus, ça tombe bien en France, vous le savez, on a plein de budgets super sympas chez les OPCO, donc on peut aller vendre de la formation et en fait, on peut aller utiliser le budget formation du client pour lui apprendre à utiliser les outils qu'on a fait pour lui. Donc on se dit l'un dans l'autre, ça fait une bonne synergie. Top, bam, boîte de formation. On fait revenir les clients, ils passent 2, 3, 4, 5 jours avec nous. On en fait des experts WordPress, des experts PrestaShop, des experts WooCommerce. On apprend à eux, à leurs équipes, à gérer leur site internet. Le client, il ressort de la formation, il est ravi. 6 mois après, on retourne le voir en se disant on va réussir à placer une petite presta, je le donne en 1000. Non, Vincent, écoute, ton truc c'est super, mais mes collaborateurs, c'est des boulets, ils n'arrivent pas à gérer, moi j'ai pas le temps, tu fais chier, tu m'as vendu du rêve, tu m'as dit que je serais millionnaire dans 2 ans, mon site internet il me rapporte toujours rien, c'est de la merde, il n'est pas question que je rachète chez toi. Ok, donc ton client est toujours pas content, du coup, qu'est-ce que tu fais ? On lance une boîte de consulting, parce qu'on se dit, s'il n'arrive pas derrière à servir de son site internet, c'est parce qu'il n'essaye pas d'y vendre le bon produit, donc il n'a pas la bonne stratégie, donc on va vraiment être agence 360, donc on fait le consulting, on l'outil, on le forme à l'utilisation des outils, le client il est ravi, on lui écrit des super strats, il dit ah ouais super, si je fais ça, ma boîte, 50% de croissance par an, ça va être génial, je vous le donne en 1000, 6 mois après on y retourne, Vincent c'est de la merde, ton truc ça marche toujours pas. Je m'en sors pas avec ta stratégie, j'arrive pas à l'appliquer. Ok, mon outil il est génial, ça m'a coûté plein d'argent, mais il me rapporte rien. Et mes équipes, de toute façon, ils savent pas gérer ce que tu as fait pour eux, même si tu les formes, derrière, ils n'y arrivent pas. On est toujours bloqué. Voilà, donc en conclusion, quoi que tu fasses, ça n'avance pas, tes clients te disent toujours que c'est pas assez efficace et nous ne sommes pas assez efficients.
Et là, on se bloque un peu avec mon associé qui s'appelle Johan, et puis on se pose la question, donc on va chercher dans le lean management, on se pose 5 fois la question pourquoi. Pourquoi est-ce que nos clients n'arrivent pas, malgré le fait qu'on les ait outillés, malgré le fait qu'on ait fait la stratégie, malgré le fait qu'on les ait formés, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'on a fixés ensemble avec eux? Je veux dire, on a fixé des objectifs qui sont cohérents, on a outillé correctement, on a bien bossé, les équipes sont formées, et pourtant ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas prêts à changer. Leur entreprise n'est pas prête à pivoter. Et quand on se pose la question après plusieurs fois du pourquoi ils n'arrivent pas à pivoter? Parce qu'ils se font vampiriser par tout un tas de tâches qui ne sont pas leur cœur de métier, la compta, l'administratif, le management, le recrutement, etc. Et pour faire grossir leur boîte de 50%, souvent ça sous-entend de faire 50% de plus de travail pour le dirigeant. Et il ne peut pas absorber cette charge de travail-là. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas absorber cette charge de travail-là? Parce qu'il perfuse son entreprise. Voilà. Donc on en vient à l'idée de boîte perfusée, parce que leur entreprise est perfusée. Mais alors comment je fais pour savoir si moi j'ai une boîte sous perfusion? Alors on va vous proposer de faire un petit jeu. J'imagine qu'on a quelques consultants, quelques dirigeants, quelques freelances dans la salle. On va vous donner 4 cas de figure avec Zora. Si vous êtes dedans, vous le notez, et puis on en reparlera juste après. Donc, premier constat, une boîte perfusée, c'est un dirigeant qui est irremplaçable. Dans la TPE-PME, le dirigeant, c'est souvent lui qui a la compétence. Son équipe n'a pas la capacité, peut-être même pas le droit, de sortir un devis sans qu'il l'ait validé. On a certains dirigeants qui contrôlent aussi les emails envoyés par les équipes. On a certains dirigeants qui sont ceux qui détiennent la compétence. Ce sont ceux qui détiennent la connaissance. Mais à partir du moment où le dirigeant il est remplaçable, en fait, il fait, vous imaginez un sablier, au milieu j'ai une toute petite ouverture, et ce sablier, il freine le développement de toute l'entreprise. Donc le dirigeant, en fait, quand il est irremplaçable, il fait goulot d'étranglement, il vient freiner le développement de sa boîte, et du coup, il vient forcément la perfuser. Deuxième constat, une boîte perfusée, c'est un dirigeant qui bosse 80 heures par semaine. C'est marrant parce que en France, on aime bien ça. Moi, je me souviens d'avoir assisté à une discussion sur un réseau où les mecs, c'était un petit peu à celui qui avait la plus grosse. Et toi, tu bosses combien? Ouais, moi, je bosse 80 heures semaine. Oh, c'est tout. Moi, je suis à 110 heures semaine. Ok, d'accord, super, les gars. Tu dors quand? Tu manges quand? Mais bon, en tout cas, un dirigeant qui bosse 80 heures semaine, au-delà du fait qu'il s'use, c'est un dirigeant qui va remplacer combien de CDI temps plein 35 heures dans sa boîte? On sait que le dirigeant, souvent, c'est le plus compétent et c'est le plus productif. Donc 1 heure de travail de dirigeant, vous le savez, moi, en tout cas dans mes entreprises, quand j'avais 1 heure de travail, généralement, j'ai remplacé 2-3 heures de boulot sur un collaborateur pas trop motivé. Du coup, si on part du principe que je bosse, allez, même 60 heures par semaine, si ça compte x3, ça fait quand même 6, 12 et 6, 18, ça fait 180 heures. 180 heures quand je dois me faire remplacer par du CDI 35 heures, 3, 6, 9, 12, 15, je remplace combien de temps plein? Puis le dirigeant, c'est un mec ultra compétent. C'est pas du CDI temps plein au SMIC, c'est du cadre ou du cadre sup. Prenons un salaire à 2 000 euros par mois, je remplace 3 personnes à 2 000 euros par mois. Avec les charges sociales en France, on fait 1 x 2, ça fait 3 x 4 000, ça me fait 12 000 par mois. C'est-à-dire que simplement pour venir me décharger et revenir à peu près à un 40 heures semaine, je suis obligé de recruter 3 personnes et de mettre 12 000 balles par mois juste en RH. Je perfuse ma boîte. Troisième constat, une boîte perfusée, c'est un dirigeant qui se verse moins de 20 euros de l'heure. Celle-là, elle pique un peu de temps en temps, parce que quand on prend notre temps de travail et qu'on le ramène à ce que l'on se verse, à la fin, on peut vite arriver sur des REM qui ne sont pas forcément aussi hautes que ce qu'on imaginait. On a plein de copains sur les réseaux dans lesquels on évolue avec Zora qui sont des REM à 4, 5, 6 000. 6 000 par mois, on est dans le 1%, c'est bien. Sauf que 6 000 par mois quand je bosse 80 heures semaine, ben, c'est moins quand je le ramène à mon temps de travail réel. Et 6 000 par mois, quand je bosse 80 heures semaine, 51 semaines par an, parce que quand même j'arrive toujours à prendre une semaine à Noël, en plus de ça, je viens tirer sur mon nombre d'heures de travail annuel, et je gratte encore, et en fait ma rémunération diminue. On fera un petit calcul après, vous le garderez pour vous, mais on fera un petit calcul. Et enfin, une boîte perfusée, c'est un dirigeant qui ne peut pas s'absenter une semaine. Dernier cas de figure, et même sur des boîtes qui marchent très très bien, on accompagne des gens qui ont des boîtes, ils sont 2, ils font 1,7 million. Bon, super, par contre, très clairement, le dirigeant ne peut pas prendre de vacances. En fait, il devient otage de sa société, c'est-à-dire que la boîte tourne, l'activité est là, ça fait 30 ans, c'est ronflant, ça marche bien, mais s'il s'absente une semaine, il n'y a plus personne pour répondre au téléphone, il n'y a plus personne pour traiter les clients, il n'y a plus personne pour faire du SAV parce que de temps en temps, il y a toujours une urgence. Et donc, en fait, c'est un dirigeant qui ne peut pas couper.
Et c'est comme ces équipes ne peuvent pas se passer de lui, parce que souvent il est un petit peu irremplaçable, eh ben, il se retrouve à perfuser sa boîte sur son temps de travail et sur la disponibilité qu'il lui alloue. Ça fait, on a des dirigeants, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas éteint leur portable pendant plus de 24 heures. Le portable sonne toute la journée, c'est normal. On est en déplacement, on est en rando dans les Hautes-Alpes, etc. Le téléphone il sonne et il gère un cas client, alors que voilà. Ça c'est classique encore une fois chez les dirigeants, chez les consultants, chez les indépendants, mais pour autant, ça revient à perfuser son entreprise, puisque je lui donne tout. Ok, donc finalement, si on résume, on pourrait se poser 3 questions qui nous permettront de savoir si notre boîte est perfusée ou pas. On va faire simple. Hein. Donc là, pour chacun, peut-être, chacun peut le noter pour soi. Il n'y a pas d'interrogation voilà, écrite. le noter. Vous le notez juste pour vous. Tu voulais rajouter un truc à ce niveau-là ? Non, on peut effectivement voir ces 3 questions, vous les notez, il n'y a pas d'interro, ça reste pour vous, vous prenez des notes, vous y réfléchirez après, ou alors vous le notez simplement dans vos têtes. Mais si vous êtes dirigeant, consultant, indépendant, ça pourra peut-être vous éclairer sur... Voilà, donc question numéro 1, pouvez-vous prendre 15 jours de congé ? Mais des vrais congés, hein. On ne parle pas du 1er au 15 août quand la France est complètement à l'arrêt. Donc des vrais congés tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez vous prendre 15 jours de congé ? Simple, oui, non. 15 jours de congé, ça veut dire aussi je ne suis pas sur mon téléphone toute la journée, ça ne veut pas dire je ne gère que mes réunions projet du matin entre 9h et 10h30. Non, c'est des congés, comme un collaborateur. Quand votre collaborateur il part en congé, sauf s'il est super, il ferme le téléphone, il ferme l'ordinateur et puis il revient 15 jours après, il s'est passé ce qui s'est passé. Question numéro 2. Vous bossez combien d'heures par semaine ? Vous bossez combien d'heures par semaine ? Et combien de semaines par an ? Sur cette thématique aussi, on a plein de dirigeants qu'on accompagne. Ils disent « Ouais, mais ça, c'était pas vraiment du travail parce que tu comprends, j'étais juste en réunion ou j'étais juste en club business. Puis là, je discutais avec un copain, alors je l'ai conseillé un peu gratos. Ou alors, ouais, bon, bah ça, tu sais, c'est la compta, on le fait tous. C'est le dimanche après-midi qui saute une fois par mois. » Oui, non, c'est du boulot. Donc quand vous évaluez votre temps de travail, vous ne comptez pas votre temps de bureau, vous comptez votre temps de travail. Vous comptez les mails que je lis à 7h30 du matin en prenant le petit-déj, vous comptez la compta du dimanche après-midi, vous comptez la sortie que vous ne faites pas avec les enfants parce qu'il a fallu rédiger le brief pour le lendemain matin parce que le client... Voilà. Comptez réellement votre temps de travail, ce sera important après parce qu'on va faire un petit calcul. Comptez votre temps de travail et comptez le nombre de semaines où vous bossez toute l'année. Ou le soir à minuit quand je me rends compte que j'ai oublié de répondre aux mails. Par exemple, en effet, ça compte en temps de travail. Ok. Et la question numéro 3, finalement, vous gagnez combien de l'heure ? On fait le calcul. Hein. C'est un petit calcul rapide que vous pouvez faire. Donc vous divisez ce que vous êtes versé le mois dernier par le temps de travail sur lequel vous venez d'arriver. Je vous laisse, on vous laisse une petite minute pour faire ce calcul-là, ne serait-ce que dans votre tête. Pour information, le SMIC français aujourd'hui en net est à peu près à 8,85 $. Il a bien monté ces derniers mois. Si vous êtes en dessous de 10 €, c'est qu'on est dans une zone qui est compliquée, surtout si vous ne pouvez pas prendre de congé derrière. Quand on est entre 20 et 30 €, on est plutôt sur une rémunération de collaborateur. Quand on est au-dessus de 50, on commence à bien gagner sa vie. Par contre, attention, toujours, il y a cette question du temps de travail. C'est-à-dire que ça vaut le coup, mais pour autant, je perfuse quand même mon entreprise. Voilà, donc c'est intéressant en fait de se rendre compte du salaire réel qu'on se verse. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte si on ne fait pas l'effort de faire ce calcul-là. Voilà. Ou on ne veut pas le faire. Non, je ne saurais pas combien je gagne. Du coup, on fait quoi pour sortir de ces situations quand on est coincé dedans ? Est-ce qu'on a des clés peut-être On a quelques outils qu'on va vous proposer de voir. C'est ceux qu'on explique, qu'on présente, et c'est ceux qu'on utilise avec les clients qu'on accompagne avec Zora. Donc le premier outil, c'est d'utiliser sa zone de génie. La zone de génie, pour nous, c'est un petit peu la clé de l'efficience et du bonheur du dirigeant. La zone de génie, qu'est-ce que c'est ? Elle a plein de noms, la zone d'excellence, l'ikigai, etc. Il y a plein de thématiques là-dessus. Dans l'idée, c'est là où vous êtes naturellement le plus efficace. Qu'est-ce que fait un dirigeant ? La plupart du temps, il va aller rajouter des cordes à son arc parce que comme il est en bout de chaîne, c'est celui qui doit tout gérer. Mais il peut se retrouver à gérer ce qu'il déteste faire. Quand on prend conscience de sa zone de génie, c'est là où on est fluide, c'est là où on avance le plus vite, c'est là où on est le plus performant, c'est là où on travaille sans se forcer, c'est là où on est toujours motivé. Voilà. Ayez conscience de ça, regardez un petit peu dans les tâches que vous pouvez faire au quotidien, prenez conscience de où est-ce que vous adorez. Vous adorez faire du consulting, il y en a qui adorent faire du commercial, il y en a qui adorent encadrer des gens ou manager, il y en a qui adorent faire du technique. Voilà. Regardez un petit peu où est votre zone de génie et prenez-en conscience, ça nous servira sur toute la suite de la conf. Donc là, tu es en train de me dire que si moi, par exemple, j'aime pas la compta, je devrais vraiment ne pas le faire, quoi.
faire ce pourquoi je suis doué. Dans l'idée, c'est ça, en Ok. effet. Ça me va. Deuxième élément dont tu nous parles souvent dans les formations, c'est la loi de Pareto. Oui, la loi de Pareto, vous en avez tous entendu parler, c'est le 20-80. Et en fait, quand on l'utilise et qu'on la met en relation avec la zone de génie, l'idée c'est que les 20% que je fais dans ma zone de génie vont débloquer 80% des résultats que j'ai dans mon entreprise. Pareto, c'est super intéressant parce que quand on l'applique par exemple au commerce, j'ai souvent 20% de mes clients qui me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires. J'ai souvent même 20% de mes clients qui me rapportent 80% de ma marge. J'ai 20% de mes produits qui me rapportent 80% de ce que je vends. Ça veut dire que potentiellement, je peux me passer de 80% de mon catalogue. C'est-à-dire que potentiellement, je peux me passer de 80% de mes clients. C'est-à-dire que potentiellement, je peux me passer de 80% de mes collaborateurs. C'est-à-dire que, en fait, je peux faire des coupes à plein d'endroits. À partir du moment où je reste dans ma zone de génie, je peux développer ma boîte. Alors, si on fait un calcul très simple, aujourd'hui, je passe 20% pour débloquer 80% de résultats. Si j'arrive à passer 100% de mon temps sur ces 20% qui sont intéressants, potentiellement, mon levier derrière, c'est 400%. 80 x 5, ça fait 400. 400%, vous prenez la conscience que le plus gros levier que vous avez dans votre entreprise, ce n'est pas de recruter, ce n'est pas d'aller chercher des centaines de nouveaux clients, ce n'est pas d'ouvrir des nouveaux produits, etc. C'est simplement de commencer par optimiser votre temps pour rester dans votre zone de génie. Parce qu'une croissance à 400 points, c'est difficile à faire en commercial, je vais faire 1 x 4. Par contre, organiser mon temps de travail pour tout passer là où j'impacte vraiment, si je passe tout mon temps là où j'impacte vraiment, mathématiquement, je peux avoir un très gros coefficient multiplicateur sur les résultats de mon entreprise. Ok. Et autre clé, cherchez les spirales de votre vie. Cet hamster, il me parle à moi. Ouais, il est inspiré de... J'en ai eu des spirales. On en a tous. Il est inspiré de Père riche, Père pauvre, hein, vous savez, sur le hamster qui tourne dans la roue. Les spirales de votre vie, c'est un outil qu'on utilise en formation. L'idée, c'est de se dire... On voit toujours le temps comme quelque chose de linéaire. Dans votre entreprise, vous avez eu des problèmes hier que vous avez résolus, vous avez des problématiques aujourd'hui que vous êtes en train de résoudre et vous aurez des problématiques demain qui sont à venir et que vous pouvez anticiper. Donc on a hier, aujourd'hui, demain, c'est une ligne, tout va très bien. Je vous propose de changer un tout petit peu votre façon de voir et d'imaginer que c'est une spirale. Les problèmes d'hier se retrouvent aujourd'hui et se retrouveront demain. On tourne en rond sur la même problématique. Je vous donne un exemple. Moi, en management, j'ai eu des problématiques pour encadrer mes collaborateurs. Je déléguais trop et je ne contrôlais pas assez. Et les problématiques que j'avais eues il y a 2 ans se retrouvaient 1 an après, etc. Et je peux retrouver ces spirales dans ma sphère privée, dans ma sphère pro. Souvent, elles prennent leur source au même endroit. Et une fois que tu as identifié ta spirale, finalement, tu peux rectifier le... Une fois que j'accepte que mes problèmes d'hier en fait, ne sont pas complètement résolus, puisque j'ai toutes les chances de les retrouver aujourd'hui et de les retrouver demain, je peux commencer à agir sur cette spirale-là. Voyez, je peux me servir de ce qui s'est passé avant pour anticiper là où je vais devoir agir demain. Allez, on reste dans les tourbillons et les spirales. On arrête les loopings. Ouais, c'est l'autre métaphore qu'on utilise avec Zora en formation quand on accompagne les dirigeants, c'est de se dire, cette spirale, en fait, un looping, c'est quoi? Un looping, c'est une spirale. Je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe quand on fait un looping. Ok, super, chou tout feu tout flamme, j'ai bien dormi, l'activité ça va bien, bon alignement des planètes, je pousse la manette des gaz à fond, je vais décoller avec mon avion, vitesse au maximum, je tire le manche parce qu'on va prendre de la hauteur, c'est grisant, ça décolle, c'est sympa, je vois les étoiles en haut, j'avance vite, top. Puis à un moment donné, à force de tirer le manche, je me retrouve dans une position qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que je me rends compte que déjà je commence à reculer, et assez rapidement, dès que je passe le premier quart du cercle, je reviens en arrière. Et en plus, c'est un petit peu déstabilisant, surtout au moment où je me retrouve la tête en bas. Je me dis, mince, déjà je ne vais pas dans le bon sens, et en plus de la tête en bas, le sol il n'est pas censé être là. Je veux dire, moi je visais les étoiles, et là je ne vois plus que le sol. Qu'est-ce qui me reste comme solution pour m'en sortir? Je garde le manche tiré, et là j'arrive dans la phase très désagréable du looping, c'est-à-dire que je commence à repiquer, j'ai tout qui remonte, physiquement c'est pas top, le sol se rapproche à toute vitesse, et quand je suis dans le dernier quart de mon looping, ça craint. C'est-à-dire que là je suis en train de piquer vers le sol, globalement si je fais une connerie, ça va finir en bouillie par terre, donc je garde le manche tiré contre moi, il y a tout qui se tasse, et à la fin je finis au même endroit. J'ai fait un looping. Cette métaphore, là où elle peut vous servir, c'est que le looping, il a commencé au tout début, quand j'ai tiré le manche. Il n'a pas commencé quand je me suis retrouvé la tête à l'envers ou à redescendre. Et c'est souvent sur ce gap-là, entre le moment où je tire le manche et le moment où je réagis parce que j'ai la tête à l'envers, que tout se joue pour sortir de ces spirales. J'illustre un petit peu dans la problématique de management que je vous donnais tout à l'heure. Je recrute un collaborateur.
Je fais un entretien, super, c'est un SEO, ça tombe bien, pas compétent forcément dans ce métier-là. Lui, il est à la page, c'est un petit jeune super motivé, il sort de l'école, il va me gérer plein de trucs, bam, je lui remets entre les mains tout mon service SEO, je l'outille, ordinateur, voiture, salaire, CDI, 35 heures, congé, machin, la totale. Chouf, génial, avec lui, on va faire des millions. Et puis 3-4 mois après, je me rends compte qu'en fait, j'ai des clients qui se barrent, les collaborateurs ne sont pas satisfaits, il y a des erreurs, je n'ai pas vu venir, je ne comprends pas, ça ne va pas. Ok, petite réunion de recadrage, mon ami, il va falloir te remettre au travail, on va serrer la vis, un peu de micromanagement, dorénavant je vais contrôler ce que tu fais, la tête à l'envers. Le collaborateur se braque. C'est logique. Il était bien tranquille pendant 3 mois, et puis là, derrière, oui, non, ça va pas, c'est pas ce que j'avais imaginé, vous êtes une boîte de merde, puisque c'est comme ça, je me barre. Hop, piqué. Il part, on sauve les clients, on retrouve un nouveau collaborateur, on fait un super entretien, il est à la page, cette fois-ci, c'est le bon. Manche. Et je repars dans un looping. Et vous voyez, ce truc-là, on peut le faire un petit peu à l'infini parce qu'au moment où on recrute le collaborateur, on y met toute son énergie, on est des entrepreneurs, on est toujours positif, on veut toujours voir ce qui va marcher parce que si on se concentre sur le négatif, ça ne marche jamais. Et en fait, on peut relancer des loopings comme ça, mais à l'infini. À l'infini. L'idée, c'est de bien comprendre que tant que je ne borde pas correctement mon collaborateur, à un moment donné, il va se barrer. C'est aussi simple que ça. Et si je ne prends pas conscience que c'est cette phase grisante du début où j'ai fait un super entretien et j'ai délégué, j'ai outillé, j'ai tout donné, qui est à changer, parce que derrière sa conséquence, c'est de me mettre la tête à l'envers et de m'emmener vers le sol, je ne pourrai jamais changer ma façon de faire. Donc le looping, avec prendre conscience en fait de ces spirales, si j'ai une problématique qui se répète, par exemple, je ne vends pas assez cher, par exemple, je ne recrute pas bien, par exemple, j'ai souvent des problèmes en management, je vais l'isoler et après je vais regarder qu'est-ce que je fais au moment où ça va bien, pour comprendre d'ailleurs pourquoi ça va mal quelques semaines ou quelques mois après. Donc on ne met pas des œillères, mais on fait un arrêt sur image sur ce qui n'a pas été, pourquoi j'en suis là, pour ne pas renouveler la même erreur derrière. Alors il y a aussi quelque chose dont on parle souvent dans l'accompagnement des dirigeants, c'est le triangle de la prise de décision. Et là, pareil, tu utilises une métaphore, du coup, je vais te la piquer. Hein. Donc, le triangle de la prise de décision, c'est qu'est-ce qui va me permettre de passer à l'action à un moment donné. Exemple simple, j'ai faim. Voilà, on approche il est midi passé, j'ai faim, j'ai envie d'aller manger une pizza. Donc, je vais à la pizzeria du coin et ils vendent des pizzas super bonnes pour moins de 10 €. Voilà, 10 € une pizza, c'est pas déconnant, je pense que je peux me l'offrir, je ne me mets pas en danger financièrement, donc je suis en sécurité. Voilà, je ne me mets pas en danger, c'est sécure, je peux aller m'acheter ma pizza. Et puis, il n'y a personne qui va venir me reprocher de m'être allé acheter une pizza à 10 balles. Donc tout va bien, je peux passer à l'action, je suis en sécurité, j'ai l'approbation des gens autour de moi et de moi-même, et je peux aller m'acheter ma pizza. Maintenant, la pizza, elle vaut 10 000 €. Hein, 10 000 €, elle est chère quand même, elle est chère. Donc là, je vais me mettre en danger financièrement. Au niveau de la sécurité, c'est pas très bien, quoi. Non, c'est que je vais me ruiner si j'achète une pizza à 10 000 €, on est d'accord ? Donc, je ne vais pas passer à l'action. Maintenant, toujours dans le même cas de figure, je suis un prince, une princesse saoudienne. J'ai de l'argent à gogo, j'habite à Qatar, et pour moi, 10 000 €, c'est de l'argent de poche. Donc voilà, ma pizza à 10 000 balles, si je veux aller me la payer, je me la paye. Je fais ce que je veux, c'est moi, c'est mon argent, j'y vais, je suis en sécurité financièrement. Aïe, par contre, j'ai des gens autour de moi qui m'observent. Et là, ils vont me dire, punaise, mais elle va dépenser 10 000 € pour acheter une pizza ? Non, mais c'est honteux, c'est indécent. Il y a des gens qui crèvent de faim. Donc là, je vais avoir plein de gens qui ne vont pas approuver ce que je vais faire. Donc, je ne vais pas passer à l'action. C'est ça un peu le triangle de la prise de décision. Alors là, j'ai donné une métaphore sur une pizza, mais est-ce que tu peux me donner un exemple dans une boîte ? Ce qui est très intéressant, c'est que le triangle de la prise de décision, il marche absolument partout dans la vie, au niveau pro comme au niveau perso. Si je n'ai pas la sécurité, je ne le ferai pas. Mais la sécurité, c'est toujours quelque chose de relatif. C'est pour ça que Zora donné justement l'exemple de la princesse saoudienne. C'est-à-dire que 10 000 € c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Moi, ça me met en danger. Personnellement, mettre 10 000 €, ça m'empêchera de m'acheter à manger le reste du mois, ça m'empêchera de payer mon loyer. Donc, ces 10 000 € là, ce n'est pas le problème de 10 000 €, c'est le problème qui touche à ma sécurité. Et c'est pareil sur l'approbation. L'approbation, c'est-à-dire que comment est-ce que je vais faire quand je vais retourner en repas de famille dimanche prochain avec mes parents pour leur dire « Papa, écoute, j'ai claqué 10 000 balles dans une pizza ».
Mais si tout le monde dans ma famille a l'habitude de claquer 10 000 balles dans une pizza, ça pose pas de problème, je fais juste comme tout le monde, je perds pas l'approbation de mon groupe et je peux rouler en Bugatti Chiron et passer 30 000 balles sur une nuit d'hôtel. Vous voyez, la sécurité et l'approbation, c'est toujours quelque chose de relatif. Je vous donne un exemple que moi j'ai eu dans mon entreprise, directeur commercial, enfin j'ai mon directeur commercial, donc 35 ans, école de management, MBA aux États-Unis, enfin voilà, un mec franchement qui tient la route. Je lui dis, on va faire un petit salon professionnel, j'aimerais bien avoir un bocal avec des bonbons dedans. Jusque-là, je ne pense pas que je sollicite toutes ses compétences là-dessus. Il est quand même venu me voir avec la carte de la boîte, il me dit, Vincent, les bonbons, tu veux que j'aille les acheter à Lidl ou à Aldi ? Bon, alors déjà, je m'en fous, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Il a peur que s'il utilise mal l'argent de l'entreprise, je lui en veuille et que je le vire. Donc au niveau de la sécurité, il n'est pas rassuré, même sur une tâche aussi bête que ça, comme il n'est pas en sécurité, il n'agit pas. Et inversement, au niveau de l'approbation, peut-être qu'il a peur qu'en fait, j'en sais rien, je ne valide pas son choix de bonbons et que je lui dise, écoute, les bonbons que tu as choisis, franchement, tu aurais pu faire un effort, ils sont pas bons. Et d'ailleurs, il avait besoin de mon approbation. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça, vous le connaissez dans vos entreprises, vous le voyez chez vos collègues, vous le voyez chez vos collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas la sécurité et l'approbation ? C'est qu'on va aller la chercher ailleurs. C'est pour ça que vos collaborateurs, par exemple, se font relire les uns les autres le petit mail qu'ils envoient au client qui n'est pas satisfait. Et ils vont y passer des plombes parce qu'ils sont en train de se rassurer entre eux pour récupérer la sécurité qu'ils n'ont pas eue chez leur manager qui leur a dit, peut-être un petit peu crûment, tu me fais chier avec ton mail, démerde-toi. Et c'est pareil au niveau de l'approbation. Oh là là, le client n'était pas content. Vraiment, il faut vite que je me rassure que j'ai pas fait une bêtise. On est d'accord, toi, tu aurais réagi pareil. Et donc, ils vont faire 10 fois le tour dans l'équipe de tous les collaborateurs pour vérifier qu'ils n'ont pas mal agi pour garder l'approbation du groupe. Et ça, c'est les spirales qui empêchent de passer à l'action, vous, vos collaborateurs, et c'est celles qui vont vous coûter beaucoup de temps et celles qui vont vous coûter beaucoup d'argent à votre entreprise. On revient à la thématique de la boîte perfusée. Si vous n'avez pas conscience de ce triangle-là, vous resterez, enfin, en tout cas, vous avez toutes les chances de rester bloqué dans ces thématiques de perfusion. Donc quand on a parfois des problèmes de management dans les équipes, peut-être se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon triangle de prise de décision que je peux changer, modifier ? Par expérience, ça se joue quasiment systématiquement là-dedans. En tout cas, ça peut apporter une explication. Ok. Alors maintenant, on est vers la fin, hein, on sera dans les temps sur le timing. On va vous donner 5 étapes qui nous paraissent importantes pour atteindre plus de bonheur. Dans l'idée, c'est... on est un petit peu tous, par la force des choses, dans une boîte perfusée, parce que c'est comme ça que ça se construit, parce que ça se construit sur l'énergie du dirigeant la plupart du temps. Donc, depuis 2014, j'ai accompagné plus de 800 chefs d'entreprise. Voilà ce qu'on en ressort dans ce que l'on voit dans les formations, dans ce que l'on voit dans les échanges que l'on a. Voilà un petit peu les 5 clés qui permettent de sortir petit à petit de la boîte perfusée. Première clé, partez de votre salaire, toujours, ce que vous gagnez, ce que vous voulez gagner. Alors c'est un peu mal vu en France, mais tant pis, il faut quand même dire les choses. Si on bosse, c'est pour gagner de l'argent. Sinon, ça s'appelle de la passion, et on le fait gratuitement, il n'y a pas de problème, et c'est très bien d'être passionné. Sinon, ça s'appelle de l'aide. Je veux dire, je peux aller sauver mes clients en bossant à pas cher. Sinon, ça s'appelle tout un tas de trucs, mais ça ne s'appelle pas une entreprise. Donc, l'erreur numéro 1 qu'on voit chez les dirigeants qu'on accompagne, c'est qu'en fait, le salaire, c'est un truc un petit peu tabou. On le repousse, on le met un peu de côté. Oui, alors tu comprends, comme j'ai 24 mois de chômage, et que derrière, potentiellement, quand la boîte elle aura pris, qu'elle aura scalé, que j'aurai eu un investisseur ou que j'aurai fait une revente, je gagnerai bien ma vie dans 2, 3, 4, 5 ans. On a quand même des dirigeants qui lancent leur boîte et qui se disent « je ne vais pas me payer pendant 2 ans ». Partez toujours de votre salaire. C'est la base quand même. Je veux dire, il y a un moment donné, si vous n'avez pas de salaire, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas faire vivre votre famille, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas partir en vacances, vous ne pouvez pas recruter. Le salaire, c'est la base de tout. Donc, reconstruisez votre projet d'entreprise autour de votre salaire, ça doit être la donnée numéro 1. Votre salaire, ça ne veut pas dire devenir multimillionnaire ou entuber les gens. Je veux dire, l'argent, c'est un flux, c'est nécessaire. Partez vraiment de votre salaire et partez d'un salaire qui vous satisfait. Sinon, vous avez toutes les chances de finir à côté. Et je ne me mets pas en apnée tout de suite en disant oui, je vais me sacrifier pendant 2-3 ans et je gagnerai de l'argent après. Pourtant, si tu vas voir ton cabinet comptable, et on adore les comptables, on en connaît plein, c'est ce qu'il nous dit. Oui, monsieur le client, partez petit, visez petit, là derrière, il ne faut pas se verser beaucoup, en plus vous avez du chômage. Oui, ok, c'est bon, je vais galérer pendant 2 ans. Deuxième clé, rendez-vous dispensable dès le début. Quand on lance une entreprise, on le fait souvent sur nos compétences. Je suis le meilleur SEO, je m'emmerde dans ma boîte, mon patron me fait chier parce qu'il ne me permet pas de gérer mes clients comme je le voudrais, je me barre, je vais monter mon entreprise. Oui, mais je suis du coup indispensable. Pensez toujours que votre objectif, c'est de gagner un maximum en travaillant un minimum de temps. Ça va mieux en le disant. Donc si je construis une entreprise qui tourne uniquement autour de moi, je me retrouverai forcément à bosser 80 heures semaine et être indispensable. Et du coup, assez rapidement, au début j'ai l'énergie, quand j'ai plus l'énergie,
Je suis otage de mon entreprise et je la perfuse. Donc anticipez déjà dans votre modèle, le but de cette entreprise, c'est de me permettre de gagner temps et de travailler tant de temps en étant dispensable sur un certain nombre de tâches. Et si possible, sur les tâches qui ne vous plaisent pas. Troisième clé, faites ce dans quoi vous excellez, la zone de génie. La transition est parfaite. Faites ce dans quoi vous excellez, concentrez-vous sur les tâches dans lesquelles vous êtes bon, concentrez-vous sur les tâches dans lesquelles vous êtes efficient. Si vous vous concentrez là où vous gagnez beaucoup d'argent, puisque vous êtes efficace et puisque vous êtes les meilleurs, vous pourrez vous faire suppléer sur la compta, l'administratif, le recrutement, les tâches techniques rébarbatives, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne sous-traite pas quand on lance une boîte? Parce qu'on n'a pas le budget. Vous voyez pourquoi on en revient toujours au salaire? Si j'avais le budget, bien sûr, je ne ferais pas ma compta. Bien sûr, ce n'est pas moi qui prendrai en photo mes 18 tickets de caisse du mois. Bien sûr, derrière, je ferais faire les rapports SEO parce que ce n'est pas là où je m'amuse. Moi, j'aime bien conseiller le client. Vous voyez? On en revient toujours à ce blocage de l'argent. C'est pour ça que c'était la position numéro 1. Et à partir du moment où j'ai l'argent, je peux me concentrer là où j'excelle. Quatrième clé, ne pas perdre de vue ses objectifs. Ce que l'on voit, c'est que même quand on fait des plans d'action, même quand les dirigeants ont écrit « voilà combien je veux gagner, voilà ce que je veux faire dans ma boîte, voilà combien de temps je veux bosser, voilà le modèle sur lequel je me lance », souvent, en fait, ils l'écrivent une fois, ils n'y reviennent pas souvent. Vous ne pouvez pas piloter une entreprise comme on pilote un bateau, c'est-à-dire en lâchant la barre régulièrement ou en se rappelant l'objectif une fois par mois. Il faut vraiment que ce soit un but, c'est un cap que vous avez et que vous tenez. À chaque fois que vous lâchez la barre, vous faites un détour, et ces détours-là, ils peuvent vous prendre des années. Et ces années-là, malheureusement, on ne les rattrape pas. Et ça nous amène à last but not least, ne faites aucune concession sur votre bonheur. On a lu un sacré paquet de bouquins sur le bonheur, on a suivi un sacré paquet de conférences avec Zora. Et en fait, tous les conférenciers nous le disent, le bonheur, ça se travaille tous les jours. Il ne faut pas attendre un événement pour être heureux. Ce n'est pas dans 2 ans, quand la boîte tournera bien, je serai heureux. Dans 3 ans, quand j'aurai vendu, je serai heureux. Dans 5 ans, quand je serai à la retraite, je serai heureux. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que si on attend un événement pour être heureux, en fait, on l'attendra toujours parce qu'il y a toujours une raison de repousser le bonheur. Le bonheur, ça se travaille au quotidien. Vous avez lancé votre entreprise pour pouvoir avoir de la liberté, pour pouvoir travailler selon vos valeurs, pour pouvoir accompagner vos clients comme vous le souhaitez. En fait, vous avez lancé votre entreprise pour pouvoir être heureux. Du coup, ne faites aucune concession sur votre bonheur. Voilà, merci. Merci pour votre attention. Alors, on n'a pas fait de slide sur la question mug, mais on peut en faire une. Oui, ok. Question. Je vais te refuser après. Merci beaucoup pour cette conf. Alors, j'avais justement participé à cette discussion ici au Camp Strasbourg, donc je me souviens très bien. Et en fait, ma question, c'est que moi, je suis un dirigeant indispensable, pour le coup. Ma question, c'est comment on fait quand on se lance pour être dispensable? Mais comment? Parce que se monter en associé, par exemple, ou recruter déjà un expert quand on monte une boîte, c'est hyper compliqué. Enfin, là, je ne parle même pas d'argent, je parle juste de trouver la bonne personne, ce genre de choses. Voilà. Donc on fait comment? Et effectivement, c'est extrêmement difficile parce qu'au début, surtout si on se lance seul, on est le meilleur dans son métier, mais on ne peut pas se faire remplacer. On n'a pas le budget, et puis à un moment, il faut quand même vivre. C'est-à-dire que tout ce que je ne produis pas, je ne peux pas le vendre. Le concept de ce qu'on présente sur la boîte perfusée, c'est de dire je vais anticiper que je ne dois pas rester indispensable dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, je ne vais pas pouvoir bosser 80 heures semaine, 50 semaines par an toute ma vie. Ça ne tient pas. Donc, à un moment ou à un autre, par la force des choses, soit parce que le corps va me le rappeler, soit parce que je vais être dépassé, parce qu'à force de tout vouloir gérer, je ne gérerai plus rien, il va falloir que j'arrive à me faire suppléer, il va falloir que j'arrive à me faire remplacer. Le terme remplacer, il est un petit peu polémique, il est un petit peu rigolo, c'était le but. Mais dans l'idée, c'est comment est-ce que je m'associe, comment est-ce que je sous-traite, quelle tâche je prends dans ce que je fais, quelle tâche je peux externaliser pour pouvoir à la fin être de plus en plus remplaçable dans mon entreprise. Donc, ce n'est pas un on-off, c'est un chemin vers lequel on va pour qu'à la fin, on puisse bosser quelques heures par semaine, idéalement.
C'est super compliqué en fait. On nous a tout à l'heure, Patrick nous a demandé si on pouvait participer à la table ronde sur le recrutement. On est en plein dedans parce qu'en fait, dans le recrutement, on lui a dit mais surtout pose la question sur l'onboarding des gens, qui est crucial. Je veux dire, si tu n'as pas les bonnes personnes, des fois tu as les bonnes personnes, mais tu ne les onboardes pas correctement. En fait, c'est ta responsabilité en tant que chef d'entreprise de faire cet onboarding correctement. Et après, il y a plein d'outils. Voilà, on va parler un petit peu de dev perso, termes galvaudés, mais il y a plein de techniques en fait, qui nous permettent de travailler sur l'humain. L'humain, c'est juste la base de tout. En fait, dans n'importe quelle entreprise, tu travailles sur l'humain, tu travailles avec des humains. Et il y a des façons de faire, en fait. Même dans la façon de parler avec eux, d'échanger, la communication. Moi, je suis une grande fan de la communication non violente, de la CNV. Et en fait, c'est plein de petites techniques qu'on devrait apprendre depuis tout petit, quoi. Dès la petite section, on devrait apprendre la communication non violente. On aurait un monde tellement plus simple dans le futur, quoi. Voilà, c'est ma petite vision utopiste. Allez. Du coup, merci pour cette super conf. Et du côté pratique, j'ai bien aimé ton analogie du looping avec tu tires le manche, donc tu as un peu cette montée d'adrénaline. C'est un peu une analogie aussi quand tu crées un projet, tu as un moment, puis après il faut taffer. Mais concrètement, comment tu fais pour atténuer cet effet donc tu es dans le même process, tu es dans la même loupe, tu fais ton recrutement. Et, comment tu fais pour casser ou atténuer ? Concrètement, ça a nécessité d'aller à l'encontre de ce qui était naturel pour nous. On projetait beaucoup de choses. Je donne vraiment l'exemple de l'onboarding du collaborateur, c'est qu'on projetait beaucoup de choses. On imaginait qu'il avait le même cerveau que nous, on imaginait qu'il avait les mêmes compétences que nous. C'est-à-dire que de quelques mots qu'il pouvait dire dans un entretien qui est au final très court, on discute 30 minutes, 1 heure en entretien, on voit un CV, on ne connaît pas la personne. On se disait « Ah ouais, il m'a dit pixel Facebook, ok, ça veut dire qu'il sait gérer des campagnes ». Et donc en fait c'est là où je suis en train de tirer le manche, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas projeter, de ne pas faire de suppositions, de pas s'enflammer et de prendre le temps. Parce qu'on est toujours, quand on est dirigeant, pressé par le temps. J'ai besoin du mec parce que j'ai déjà le client, du coup le projet il a déjà commencé. Ouais, mais le mec je le crame en fait, il arrive, il est déjà sous l'eau, il doit déjà me rataper tout le boulot que le mec d'avant qui s'est barré dans des mauvaises conditions n'a pas pu gérer, et en plus il doit gérer. Voilà. Donc ça a été vraiment de se dire, sur cette thématique du recrutement, on prend le temps. Mais il y a plein de trucs. En thématique commerciale, les boucles, ça va être, j'ai mon client qui vient, j'ai peur de ne pas le signer parce que je ne suis pas forcément à l'aise en commercial, donc je me dis, je vais faire un petit cadeau, je vais tirer mon temps de travail, je vais sous-évaluer, et puis à la fin, c'est galère parce qu'en prod, ils se plantent systématiquement parce que j'ai toujours sous-évalué. Donc le problème, ce n'est pas en prod derrière qui sont mauvais, c'est parce que moi, j'ai sous-évalué parce que je n'ai pas osé défendre mon prix de vente. Voyez ? Et là, j'ai encore un looping. Donc c'est aller à l'encontre de ce qui est naturel, de ce qu'on fait, soit par peur, alors on peut appeler ça des croyances limitantes, encore une fois c'est des termes qu'on utilise en formation, c'est aller à l'encontre de ce qui est naturel et de tester autre chose. C'est en faisant ce qu'on n'a jamais fait qu'on a toujours quelque chose de différent. Oui, c'est vrai que c'était très intéressant et puis ça parle pas mal parce que nous, par exemple, on est dans la création d'une boîte, donc ça fait 1 an et demi qu'on existe et pour le coup, on a été 2 dès le début. Et ça a été un choix. Alors, je trouve que ce qui est difficile, c'est de respecter quelque part ces 5 points. Parce que là, par exemple, dans le cas du lancement de la boîte, on s'est dit pour être 2, il y en a au moins une de nous 2 qui doit être en lancement d'entreprise pour ne pas peser 2 charges salariales dès le début, parce que c'est un peu compliqué. Et par contre, ça a été vraiment un choix de ne pas se lancer toute seule, d'être à 2 et profil complémentaire. Et en fait, c'était du réseau et de bosser en confiance avec quelqu'un qu'on se connaissait déjà depuis longtemps. Et je pense que ça a été aussi là, un peu la clé du fait que maintenant ça roule. Et aussi, c'est, je pense aussi un état d'esprit de se dire qu'on ne sauve pas des vies, on n'est pas médecin. Enfin, je veux dire dans le sens où, non mais c'est le client s'il nous appelle, non mais c'est ça, c'est qu'en fait là par exemple on s'est déjà pris 2 semaines de vacances et à partir et pas être joignable du tout et en fait en soi le client c'est pas parce qu'on est absent de 2 semaines que ça va être la fin de sa vie quoi, enfin c'est pas très grave et c'est un état d'esprit je pense aussi. Tu veux rajouter ? Non mais moi c'est vraiment un état d'esprit, c'est une façon d'être en fait. Et ça ne s'acquiert pas forcément naturellement. Et parfois, il faut le travailler. C'est-à-dire que cet état d'esprit, des fois, il faut prendre conscience et accepter, parce que ce n'est pas forcément facile d'accepter, on est aussi dans le regard de l'autre, finalement.
Oh, qu'est-ce que le client va penser de moi? Je suis pas là pour lui. Il va me prendre pour. Mais on n'en a rien à foutre du regard de c'est ça. l'autre. Et ben, à un moment donné, c'est ça, quoi. C'est l'art de s'en foutre. Exactement, l'art de s'en foutre. Et c'est à un moment donné de dire bon ben voilà, je relativise et je remets voilà l'église au milieu du village. Allez, on va faire péter une dernière croissance limitante. Quelqu'un d'entre vous est capable de gagner un mug? Tu veux dire la question meugle? Question bug, c'est quoi les ratios de la loi de Pareto? Ok, je crois qu'il y avait 8 mugs, là on peut en distribuer partout dans la salle. T'es capable. Merci à tous, merci, c'était une conf qui sortait un petit peu, mais génial.